C'est une boisson millénaire. Le vin est-il en crise? Va-t-il connaître une révolution dans le monde? Avec le réchauffement de la planète, certains pays risquent de ne plus pouvoir produire de vin de façon rentable, alors que d'autres régions du monde pourraient se lancer dans une nouvelle activité viticole. On en parle avec Benoît Simade. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste économique, spécialiste reconnu de l'économie mondiale du vin, auteur avec Daniel Cazenave de cette bande dessinée Histoire des grands vins. Histoire des grands vins, c'est aux éditions Arène BD. Alors c'est la période des vendanges, les vendanges, c'est-à-dire la récolte du raisin destinée à la production du vin. Est-ce que le vin français est en crise, oui ou non? Le vin français a toujours été plus ou moins en crise, en tout cas c'est ce que les viticulteurs aiment raconter, mais c'est vrai que cette année, il y a, depuis 2-3 ans, un nouveau phénomène, c'est une mévente, voire un krach des ventes de rouge. Et la couleur rouge, le vin rouge, c'est quand même un des grands marqueurs de la viticulture française depuis un siècle. Et effectivement, à Bordeaux et en Languedoc, on a beaucoup de mal à écouler la production, et ça inquiète beaucoup de gens. En termes de pourcentage de production, ça donne quoi? Rouge, rosé, blanc en France? Alors, le grand phénomène des dernières années, vous savez, c'est l'explosion du rosé. La couleur rosée, contrairement au rouge, plaît beaucoup. Là, on est à un gros tiers des ventes de vin en France qui sont de la couleur rosée. Donc c'est vraiment le rosé a pris une place qu'il n'avait pas autrefois. Autrefois, c'était 5% des ventes. Aujourd'hui, on est à 33%. Comment expliquez-vous cette chute de la boisson? Il y a plein d'explications, mais la principale, c'est sans doute que les Bordelais, les Languedociens n'ont pas réussi à renouveler leur clientèle, notamment auprès des jeunes générations, qui, comme vous le savez, préfèrent s'orienter vers la bière, les cocktails, ou alors le rosé, on vient d'en parler, et aussi les boissons effervescentes. Et du coup, cette nouvelle génération d'amateurs n'a pas pris le virage du vin rouge. C'est pas une couleur qui est à la mode, tout simplement. Le monde agricole, on l'a vu en France et en Europe, est en crise. Prenons par exemple une région comme celle de Bordeaux, région emblématique du vin, non pas que français, mais dans le monde, réputée à travers les siècles. Quelle est la part et le poids du changement climatique dans les problèmes que rencontre le vignoble bordelais? Bordeaux est frappé de plein fouet parce que justement c'est un grand vignoble de vin rouge. C'est le plus grand vignoble producteur de vin rouge de qualité au monde. Vous savez, la bouteille de Bordeaux, la forme de la bouteille, c'est un modèle universel. Il a été imité par tous. Simplement aujourd'hui, Bordeaux a du mal à écouler sa marchandise, si j'ose dire. Aussi bien d'ailleurs du côté des petits vins que des grands crus classés, les célèbres grands vins bordelais. Donc le poids aujourd'hui, c'est si on peut donner un seul chiffre qui illustre ça, c'est par exemple moins 30% au marché des primeurs de Bordeaux cette année, c'est moins 30% au niveau des prix. C'est-à-dire que par rapport à l'année dernière, les nouveaux grands crus bordelais se vendent auprès des professionnels 30% moins cher. Donc là, on peut parler de krach. Mais concrètement, pourquoi le réchauffement climatique pèse? C'est moins propice à la production type de ce vin? D'un côté, on a des problèmes de consommation, et d'un autre côté, effectivement, on a des problèmes de réchauffement climatique, qui sont des problèmes qui vont se poser à plus long terme, mais dont on voit les effets aujourd'hui. Concrètement, je prends un exemple que tout le monde connaît, c'est le merlot. Le merlot, c'est un des emblèmes du Bordelais. C'est ce qu'on appelle un cépage. C'est un cépage, tout à fait, pardon. Donc c'est notamment le grand cépage de Saint-Émilion. Pour les connaisseurs. Eh bien, on a de plus en plus de mal à faire pousser un aussi excellent merlot qu'autrefois. Et donc, du coup, les Bordelais commencent à travailler sur de nouveaux cépages plus résistants à la chaleur. Alors, l'exemple qu'on donne toujours, c'est la Syrah qui vient du Languedoc, qui est donc un cépage emblématique du Midi. Eh bien, on commence à le cultiver dans le Bordelais. Et l'autre exemple, alors ça c'est moins connu, mais c'est assez frappant, c'est le Touriga national. Alors, vous savez pas ce que c'est que le Touriga national? Jamais entendu. Mais c'est le cépage avec lequel on fait le Porto au Portugal. Eh bien, depuis 2 ans, Bordeaux a autorisé la culture du Touriga national autour de Bordeaux pour justement préparer ce changement climatique. Alors, on parle éminemment ce soir d'un sujet économique. On va voir quand même avec vous l'histoire de cette boisson millénaire, avec l'histoire des grands vins. En Provence, un viticulteur a planté de la vigne grecque qui résiste mieux à la chaleur. Est-ce que c'est l'une des solutions pour les agriculteurs qui nous regardent? Alors, effectivement, choisir de nouveaux cépages plus résistants à certaines conditions climatiques, c'est une des solutions. Et dans tout le bassin méditerranéen, on voit des sortes de migrations de cépages, c'est assez étonnant. Effectivement, dans le Midi français, on plante des cépages grecs ou turcs. À Bordeaux, on vient d'en parler, on plante des cépages espagnols ou portugais. Ça reste des vins français, du coup? Non.
C'est le débat, c'est le débat qu'on peut avoir. Mais après, vous savez, les cépages ont toujours cheminé à travers l'histoire. Ouais. Et donc, il est probable que dans le futur, dans la Loire, on cultive dans 20 ans les cépages qu'on cultive aujourd'hui à Bordeaux, le Merlot et le Cabernet Franc. Ouais. Alors vous l'expliquez bien à travers votre BD, c'est vrai que la colonisation, notamment française, elle a grandement favorisé l'expansion du vin à travers le monde. Aujourd'hui, c'est la moitié des pays du globe qui produisent du vin. Oui, tout à fait. En fait, c'est une boisson méditerranéenne qui a conquis le monde, on peut le dire comme ça. Parce qu'au départ, c'est vraiment très circonscrit à l'espace oriental méditerranéen, puis ensuite c'est européen, puis ensuite ça devient asiatique, puis ensuite ça devient américain, ça se répand partout dans le monde. Et effectivement, aujourd'hui, plus de la moitié des pays du monde produisent du vin. Alors, vous venez d'en parler, avec le réchauffement climatique, ça va peut-être régresser. Ouais. On va le voir dans les années qui viennent. Mais qui peut gagner et qui a gros à perdre? Qui peut gagner? Ceux qui ont gros à perdre, ce sont des vieux territoires viticoles qui justement ont imité le modèle français, comme la Californie. On vient d'en parler dans le journal, avec les immenses incendies et le réchauffement climatique extrême qui se déroule là-bas. Clairement, la viticulture de qualité californienne est en péril. Rien ne garantit que dans les années qui viennent, on pourra continuer à produire cette viticulture de qualité qui fait des vins qui se vendent quand même entre 500 et 1000 $ la bouteille. Enfin, c'est beaucoup plus cher que les crus bordelais. Vous voyez. Donc là, on a un exemple concret de ce qui est en train de se passer, effectivement. Et ceux qui peuvent gagner? Alors ceux qui peuvent gagner, on parle souvent par exemple du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne. On a raison de parler du Royaume-Uni. De la Belgique, pourquoi pas aussi? De la Belgique aussi, parce que dans ces régions-là, il y a plusieurs siècles, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, on avait des grands vignobles, on cultivait des grands vins, notamment blancs. Et avec justement le changement climatique de l'époque, le petit âge glaciaire, entre le XIVe et le XVIIe siècle, ces vignobles ont disparu. Eh bien, ils sont en train de renaître. On a planté de la vigne en Belgique, on a planté de la vigne en Angleterre il y a une dizaine d'années, et aujourd'hui, on fait une sorte d'effervescence. C'est scientifique, c'est avéré. Tout à fait. C'est une renaissance. C'est une renaissance. Alors là, c'est grâce au changement climatique, entre guillemets. Ouais. La Chine peut-elle être une concurrente à travers des cépages français? Alors, la Chine est déjà un concurrent de poids dans l'échiquier économique mondial du vin, parce qu'il y a 20 ans, la Chine s'est lancée dans le vin. Elle est même devenue la 4e ou 5e puissance productrice il y a quelques années. Alors, il y a eu un reflux depuis, parce que la Chine, c'est très compliqué. C'est un pouvoir central qui avait érigé le vin sous le modèle européen sur un piédestal pour en faire une boisson nationale. Et puis, ils ont un peu reculé. Du coup, la culture a un peu régressé. Mais ça reste un acteur de poids. Allez, on va maintenant traverser les siècles avec vous, Benoît Simat. Quand est né le vin et où? Alors, ça c'est la grande question. Le vin n'est pas né au Moyen-Âge dans les monastères cisterciens, je vous le dis tout de suite. Le vin, il est né il y a 8500 ans. Donc les traces les plus anciennes de vinification qu'on connaisse, c'est moins 6500 ans avant Jésus-Christ. Et ce sont des vestiges archéologiques retrouvés dans l'actuelle Géorgie. L'actuelle Géorgie, dans le Caucase. Voilà. Il n'avait pas cette forme-là tout de même à l'époque? Alors, il était coupé avec de l'huile, dit-on, de l'eau. Alors les premiers vins et les grands vins anciens, puisque c'est notre sujet, les grands vins sont aussi vieux que le vin, effectivement étaient extrêmement différents de ce qu'on peut déguster aujourd'hui. Ouais. Je pense que si on les dégustait, on serait très surpris. Ouais. Effectivement, c'est plus une recette de cuisine qu'une boisson fermentée pure comme aujourd'hui. Ouais. On les mélangeait avec de l'eau de mer ou avec des herbes médicinales. Enfin, voilà, c'était très, très complexe. Ce sont les Romains qui ont utilisé la première fois le terme grand vin. C'est quoi un grand vin aujourd'hui? Les Romains, ils ont utilisé le terme grand cru. Grand cru, pardon. C'est Pline l'Ancien, dans ses histoires naturelles que tout le monde connaît et que tout le monde a lu, qui raconte que les patriciens romains classaient les vins selon des degrés, un peu comme les grands crus bordelais. Et alors le plus célèbre de l'époque a traversé le temps, son nom a traversé le temps, c'est le Falernum. Du mot Falerne, qui était la grande appellation. C'était le pomerol de l'époque, si vous préférez. Ouais. Une boisson, dans ce livre, vous êtes intéressé à ces grands vins. Grand vin, c'est français ou ça peut être italien, espagnol, californien? Les grands vins, c'est international. Parce qu'on a imité tous les modèles français, italiens ou espagnols qui sont très anciens. Mais aujourd'hui, on a des très grands vins en Australie, en Californie, on vient d'en parler. Vous en avez aussi maintenant en Hongrie. C'est un modèle qui se répand. Le modèle du grand vin, il a évolué parallèlement au modèle du vin. C'est-à-dire que depuis qu'on fait du vin, on fait des grands vins. C'est ça l'histoire. Et donc c'est une histoire parallèle. Et du coup, il n'y a aucune raison, et c'est ce qui se passe, pour qu'aujourd'hui, on n'ait pas des grands vins dans la plupart des acteurs majeurs de la viticulture. Qu'est-ce que vous avez essayé de nous montrer à travers cette bande dessinée avec Daniel Cazenave? En fait, on a fait ce livre parce que l'histoire des grands vins n'a jamais été racontée à travers les millénaires. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes recherches, je me suis aperçu que le livre n'a pas été fait.
Donc je me suis dit que c'était une occasion formidable de faire une sorte de spin-off de notre incroyable histoire du vin, le premier livre originel, et puis de raconter une histoire qui est légèrement différente, puisque c'est l'histoire de la passion pour les grands vins, et qui a traversé toutes les grandes civilisations, de l'Égypte ancienne jusqu'à la Californie d'aujourd'hui. C'est un phénomène civilisationnel, social, qui touche en fait toutes les strates des sociétés au fil des siècles. Par exemple, la bouteille, 17e siècle, ça a changé la donne. C'est là que le vin tel qu'on le connaît aujourd'hui prend forme. Oui, alors l'histoire des contenants, dans quoi est-ce qu'on met le vin, dans quoi est-ce qu'on le conserve, c'est la jarre, la bouteille. C'est une autre histoire parallèle. Ouais. Effectivement, la bouteille, ça a été une révolution. Mais je dirais que c'est une révolution et une innovation très récente, puisque finalement c'est apparu au XVIe siècle. Et pendant toute l'histoire du vin et des grands vins, avant cette invention, on a conservé et consommé le vin dans des amphores, dans des tonneaux, dans des outres. Enfin, il y avait toutes sortes de contenants qui n'ont pas empêché l'expansion et la recherche de tous ces grands vins. Alors en France, vous n'allez pas échapper à la question, il y a toujours cette polémique en matière de prévention. En France, disent certains, c'est pas forcément l'avis des médecins, ce ne serait pas un alcool comme un autre. Comment l'expliquez-vous? Pourquoi il y a toujours ce débat en France? Alors, ça c'est la question. Pourquoi est-ce que le vin n'est pas une boisson comme les autres? Je dis ça tout à fait objectivement, c'est pas parce que je suis amateur de vin comme vous que voilà, je vais le défendre subjectivement le sujet, mais on constate que depuis les plus lointaines origines, les élites de toutes les civilisations ont cherché à s'accaparer ce produit, et notamment les meilleurs représentants de ce produit. Pourquoi? Parce qu'il y a la dimension religieuse aussi? Parce qu'il y a cette espèce de dimension d'ivresse sacrée, c'est comme ça qu'on peut le dire. C'est-à-dire que l'élite de chaque civilisation recherche les meilleurs crus pour communiquer avec les instances supérieures de manière indirecte. Ouais, l'attachement à la terre aussi, sans doute. Il y a aussi ça, mais il y a plusieurs explications, mais la principale, c'est vraiment la recherche de l'ivresse sacrée. Et vous savez, entre la recherche de l'ivresse sacrée sous Aménophis III au 2e millénaire et la recherche de l'ivresse sacrée chez les traders américains à Los Angeles qui boivent des bouteilles à $3000, c'est la même chose. C'est le même réflexe. Et aucune autre boisson alcoolisé ou non dans le monde, ne peut conférer un tel pouvoir. Et c'est pour ça que la réputation du vin a traversé les siècles, et qu'encore aujourd'hui, c'est un produit pas comme les autres. Merci beaucoup Benoît Simat. Donc avec Daniel Cazenave, Histoire des grands vins, la plus belle cave du monde en BD par les auteurs du best-seller mondial, L'incroyable histoire du vin. Les Arènes BD, merci à vous. Merci beaucoup.